Alors moi je crois que Valls va gagner quand même la primaire à gauche, parce que je suis persuadé qu'il y aura un nouvel attentat très spectaculaire islamiste en France avant les présidentielles. Peut-être même sur les plages cet été, peut-être pas au moment de l'Euro, parce que ça engagerait trop de choses, mais peut-être sur les plages cet été. Et s'il y a un autre attentat islamiste, le candidat sécuritaire de gauche, c'est Valls. Là, c'est un truc très important. Je suis persuadée d'avoir vu quelqu'un sortir du camion. Se pose la question donc de la présence de ce camion dans une zone qui est censée être sécurisée. Est-ce que le dispositif était suffisant hier soir ? Je ne le pense pas. Et à cet égard, un certain nombre de questions doivent être posées. Pourquoi et comment cet homme a pu pénétrer sur la promenade des Anglais qui était piétonnisée ? Combien de policiers nationaux protégeaient cet événement ? L'homme suspecté d'être à l'origine avait-il des complices ? Toutes ces questions devront trouver des réponses. Jeudi 14 juillet 2016, vers 23h. Un homme au volant d'un camion blanc, sorti de nulle part, aurait fauché la foule rassemblée à Nice pour assister au traditionnel feu d'artifice de la fête nationale. Ce soir-là, le bilan provisoire allait être de 84 morts et de 202 blessés. Selon Le Monde, Mohamed Lawayesh Boulel, un musulman peu pratiquant, d'après son entourage, aurait été abattu par 2 gardiens de la paix de la brigade spécialisée de terrain. Le Figaro apportera plus de détails. Un passant héroïque a alors sauté sur le camion pour neutraliser à main nue le terroriste volant. C'est alors que le tueur a fait usage de son arme en tirant en direction de l'homme qui est descendu de la cabine. 2 policiers de la sécurité publique qui étaient, eux aussi, visés par les tirs du conducteur fou, ont riposté et le terroriste est mort sous les balles de la police. Ils ont été rejoints par 2 groupes d'agents armés de la compagnie départementale d'intervention qui ont, eux aussi, fait usage de leurs armes. Le camion compte au moins une 50aine d'impacts de balles. Le lendemain de l'attentat, vers midi, une vidéo inédite de la soirée a été mise en ligne via Twitter par le compte YouTube d'un dénommé Morsmal, dénomination d'un groupe éducatif norvégien qui se présente comme une ONG en relation officielle avec l'UNESCO. La scène se passe dans les minutes qui ont suivi les derniers coups de feu échangés, a priori, entre les policiers et le conducteur. On y voit un homme allongé aux côtés d'un autre individu, qui semblait curieusement maintenu au sol et frappé par les policiers qui l'entouraient. Quelques secondes plus tard, il est saisi et emmené à distance du camion. Ce matin-là, à 8h40 heure française, cette vidéo avait déjà été diffusée dans sa version continue par Inet News, site du premier quotidien israélien, Yediot Aharonot. Pour saisir la provenance de cette vidéo,
toujours non diffusée ce même jour à 17h par les médias audiovisuels de l'Hexagone, il fallait se tourner vers l'homme qui anime le site de Morsmal. Onel Blaine, un attaché commercial résident en Norvège, engagé en faveur d'Israël et originaire de Tel Aviv. Après l'avoir publié sur Twitter, Elpleg avait répondu à un internaute sceptique au sujet de sa véracité, que la vidéo était authentique et qu'elle avait été capturée par un touriste israélien. Le site israélien Net dévoila son identité. Il s'agirait d'un certain Sylvain Ben-Veis, présenté par le site Jérusalem Online comme, cette fois-ci, un Israélien vivant en France. Cette vidéo, filmée depuis une terrasse située en face du lieu d'arrêt du camion, a été capturée dans les minutes qui ont suivi le dernier coup de feu. Preuve en est avec cette autre vidéo amateur, filmée de l'autre côté du camion et obtenue par l'agence de presse Russia Today. Vêtu d'un t-shirt gris, un homme se retournant et s'éloignant apparaît également dans l'autre vidéo, accomplissant la même action. Selon François Molin, à l'époque procureur de la République de Paris sur cette affaire, le tueur présumé aurait été, quant à lui, retrouvé mort sur le siège passager du camion. Le terroriste a tiré à plusieurs reprises sur 3 policiers, à hauteur de l'hôtel Negresco. Les policiers ont répliqué et ont poursuivi le camion, qui a cependant réussi à rouler encore sur près de 300 mètres. Les policiers sont parvenus à le neutraliser par des tirs à hauteur du palais de la Méditerranée. Le terroriste a été retrouvé mort sur le siège passager. Une question se pose. Qui est dès lors l'homme violemment maintenu au sol? Reste dorénavant à savoir pourquoi la police a visiblement usé de la force à l'encontre de cet individu. Deux jours plus tard, le site du journal Le Monde avait tenté de freiner l'intérêt légitime et croissant des internautes pour la vidéo amateur dévoilée la veille au sujet de la tuerie de Nice. Dans son article, Adrien Sénécat, pseudo-journaliste issu des parasites de la bien-pensance, affecté à la rubrique Les décodeurs du monde, attaquait tacitement les sites dits conspirationnistes à l'origine de la divulgation de cette vidéo, sans oser pourtant nommer son origine et d'y renvoyer son lien URL en question. Le détail ahurissant, c'est que cet Adrien Sénécat s'était permis d'affirmer que l'homme visiblement frappé par ces policiers aurait simplement subi de leur part des gestes brusques. Mais le détail le plus troublant, ce samedi soir, quelques heures après la publication de l'article du Monde, qui s'intégrait cette vidéo n'étant pas l'original, YouTube avait soudainement supprimé celle-ci, en prétextant un motif invraisemblable de la part du géant du net, une prétendue escroquerie. Cette censure est pourtant inutile, et la vidéo est toujours consultable dans son format long. Pourtant, l'original de la vidéo, quant à elle, est toujours disponible sur YouTube. La question se pose,
Pourquoi n'a-t-on pas censuré celle-ci en lieu et place de l'autre, ou plus simplement les deux? En attendant, Sénécat affirme sans aucun détour que la vidéo aurait été volontairement manipulée par le biais d'un montage et d'images tronquées. Si c'était vraiment le cas, dans quel but? Ne serait-il pas envisageable de suggérer qu'il s'agirait d'un simple extrait monté de cette scène, dont le reste n'avait strictement aucun intérêt, et de montrer simplement l'essentiel? Une chose est sûre, c'est que Sénécat mentionne la nationalité du touriste, mais sans chercher plus loin. Cependant, le voile s'était levé sur l'identité de l'homme molesté ce soir-là, mais le pseudo-journaliste des décodeurs n'a pas vraiment voulu en savoir davantage sur le pédigré de cet individu. Totalement banal, 26 ans, livreur, pas d'autre pédigré, tels avaient été les propos tenus par Gwenaël Le Riche, présentés par l'ensemble de la presse traditionnelle et la ville de Nice, comme l'un des 3 héros de l'attentat du 14 juillet. Il affirmait notamment être l'un des 2 hommes interpellés par la police, qui l'aurait confondu avec un terroriste. Le Riche racontait avoir plaqué au sol un passant avec son couteau, pour l'empêcher de prendre une balle perdue, lors des tirs dirigés contre l'avant du camion. Pourtant, le 7 août 2016, il avait été placé en détention provisoire jusqu'au 12 septembre suivant, pour des violences commises contre son ex-compagne et l'employeur de celle-ci. Le Riche était armé d'un couteau à cran d'arrêt ce soir-là. En 2014, il avait déjà été condamné pour violence conjugale. Le 21 juillet 2016, le journal télévisé de France 2 avait diffusé le témoignage de Franck, présenté comme le conducteur du scooter, qui avait tenté d'arrêter le camion. Dans son reportage, le journaliste présente également Franck comme l'un des 2 individus molestés embarqués par les policiers, qui ont été filmés par un vidéaste israélien encore non identifié. Le conducteur du camion est finalement stoppé par les tirs de 3 policiers. Dans la confusion, Franck est évacué sans ménagement par les forces de l'ordre, jusqu'à ce qu'il leur raconte son intervention. Le problème, c'est que la séquence complète de la vidéo révèle que la physionomie générale des 2 individus, d'allure juvénile et aux cheveux noirs sombres, ne correspond pas à celle de Franck, 49 ans, cheveux grisonnants et collier de barbe. La version de France 2 est également celle de Franck, qui déclare qu'il s'était fait interpeller par la police, qui devait, logiquement, penser qu'il était un terroriste. Mais il y a un détail contradictoire. Dès 2 jours après l'exposition de la vidéo, le quotidien Nice Matin affirmait que l'un des 2 individus, Gwenaël Le Riche, avait été interpellé avec un couteau à la main pour avoir plaqué un passant qui risquait de prendre une balle dans la fusillade. Selon ce témoignage, ce serait donc lui et ce passant plaqué qui auraient été interpellés. Mais il y a un autre problème. Le témoignage de Gwenaël ne faisait aucune allusion à un conducteur en scooter, qui était d'ailleurs casqué, ou un homme s'agrippant au camion, mais à un simple passant qui, en conséquence, ne pouvait pas être le dénommé Franck. De plus, comment ce dernier peut-il affirmer qu'il s'était fait interpeller par la police, alors qu'on observe très clairement sur les 2 vidéos distinctes, à des moments différents, au vu de sa morphologie, qu'il s'agit bien de lui, et que, visiblement, il semblait vraisemblablement ne pas avoir été interpellé par les autorités.
France 2 aurait volontairement menti sur ces détails pour mieux brouiller les pistes. Au lendemain de l'attentat de Nice, il fut dévoilé l'étrange vidéo capturée, selon le site israélien Net, par le fameux Sylvain Barnevaïs, un Israélien vivant en France. Pourtant, l'homme qui avait réalisé cependant la vidéo troublante de la tuerie de Nice, avait longtemps collaboré avec une agence dirigée par un ex-espion du Mossad. C'est via son compte Facebook que cet homme, un séfarade du nom de Sylvain Benouesh, que la chaîne américaine NBC, présentée comme un simple manutentionnaire, avait publié sa vidéo, filmée nonchalamment depuis la terrasse du restaurant La Canne à Sucre. Pourtant, sa particularité, c'est après avoir exercé le métier d'agent de protection pour le compte de la compagnie vinicole du baron Edmond de Rothschild, que l'homme avait travaillé pendant 12 ans, pour l'Israël Export Institute, une agence gouvernementale qui fut longtemps dirigée par le juif Rafi Eitan, célèbre cadre du Mossad. La consultation de sa page publique Facebook permet de cerner rapidement ses accointances idéologiques malfaisantes. Benouesh est un sympathisant décomplexé de l'extrême droite sioniste et ouvertement islamophobe, comme en témoignent plusieurs de ses publications. Mais au final, comme il est évident de tout garder et de ne rien oublier, on découvre que quelque temps après, une fois identifié, son profil Facebook a été étrangement clôturé. Le 15 juillet 2016, le site américain d'information Breitbart, proche de la mouvance néoconservatrice pro-américano-israélienne, avait publié un article consacré à Tzur Gabi, dentiste juif de Los Angeles, qui était à Nice ce soir de l'attentat. Originaire de Chicago, cet Américain affirmait avoir échappé de justesse au passage du camion sur la promenade des Anglais, grâce à sa compagne, Metal Azoulay, une chorégraphe israélienne vivant à Hollywood. Selon lui, Metal Azoulay serait devenue anxieuse en voyant la foule rassemblée à la fin du feu d'artifice, et lui avait proposé de courir pour rentrer à leur hôtel. Quelque chose est sur le point de s'abattre, on doit partir d'ici, lui aurait-elle alors déclaré. Et pendant que la seule et unique question se pose sur cette prémonition, ce cas-là fera école dès le lendemain. À 18h23, le site du quotidien britannique, le Télégraphe, avait publié une information troublante. Damien Zamon, habitant de Nice âgé de 25 ans, avait été vigoureusement dissuadé par son père, prénommé Israël, de se rendre au feu d'artifice du 14 juillet. Selon Lydia Villegrès, la correspondante du journal, Israël Zamon avait supplié son fils d'abandonner son projet, après lui avoir prédit qu'un attentat aurait lieu. Nice n'était pourtant pas une ville spécifiquement menacée par un acte terroriste soir du 14 juillet.
pas plus ou pas moins que Bordeaux, Lille, Strasbourg, ou bien Rennes, par exemple. En parallèle de la très étrange prémonition de cette chorégraphe israélienne vivant à Hollywood, comment, dès lors, Israël Zamon avait-il pu redouter et anticiper à ce point l'étrange attentat fomenté officiellement dans la tête de l'énigmatique Mohamed Lawayesh Boulel? Dans tous les cas possibles, cela rappelle étrangement un fait rapporté par la presse israélienne, le cas de la société Audrigo, et les messages électroniques envoyés aux employés, les prévenant de l'imminence des attentats du 11 septembre 2001, soit 2 heures auparavant. Vers 22h33, lorsque le passage d'un camion à toute allure, ainsi que les tirs de pistolet furent effectués, provoquant la mort de 86 personnes à Nice, moins de 90 minutes plus tard, à 23h52, une vidéo choc représentant des victimes éparpillées au sol avait déjà été obtenue et publiée en premier par le compte Twitter d'un prétendu média britannique, dépourvu de tout directeur nommément identifiable et dénommé Newsy Seconde. Si l'URL de ce site, suivi à l'époque par 473 abonnés sur Facebook depuis 2014 jusqu'à 2016, renvoie effectivement à la Grande-Bretagne, son serveur est basé en réalité aux États-Unis, dans la petite ville, très liée à Israël, celle d'Albuquerque. 16 minutes après, à minuit 8, c'est au tour d'un compte Twitter plus important, 150 000 abonnés à l'époque, de publier cette vidéo sordide. Dénommé Israel News Flash, ces responsables anonymes se présentaient comme un groupe de reporters privés basés en Israël et à Londres. De plus, ils affirmaient eux-mêmes être bien connectés à des gens importants dans le gouvernement israélien et son armée. Ces deux comptes Twitter sont les premiers vecteurs de la propagation éclair de la vidéo macabre. Aucun d'entre eux ne dévoilera la source de ce document qui a suscité la terreur dans l'opinion publique. Quant aux autorités françaises, elles n'avaient curieusement lancé aucune procédure judiciaire à l'encontre de Twitter et de ces deux sites, Newsy Seconde et Israel News Flash, pour atteinte à la dignité humaine. There's a terror attack! Down! Down! Really? Down! Terror attack! There's a terror attack! Down! Down! Really? Down! Terror attack! There's a terror attack! Down! Down! Really? Down! Richard Gutjahr, journaliste et blogueur allemand. Capturé fortuitement depuis un balcon de l'hôtel Westminster, ces images ont été diffusées par cet individu dans les heures qui ont suivi l'attentat commis à Nice. Il déclara qu'il se trouvait sur le balcon d'un hôtel qui donne directement sur la promenade des Anglais et il avait vu les gens qui étaient en train de célébrer le 14 juillet, puis tout à coup, un camion a roulé en direction de la foule. Il conduisait très lentement, c'est ce qui était étonnant selon lui. Et il a été suivi par un motard qui roulait derrière lui, et le motard avait essayé de le dépasser et a même essayé d'ouvrir la portière côté conducteur du camion. Gutjahr est le seul témoin, à ce jour,
en possession d'une vidéo relative aux secondes qui précédait la tuerie de masse commise sur la promenade des Anglais. Mais si on se penche sur ces accointances particulières, toute la presse passera sous silence sur ses liens avec Israël. En 2007, Gouttiard avait épousé à New York la juive Einat Wilf, figure montante et ultrationniste de la vie politique israélienne. Issu du renseignement militaire après des études en France, cet ex-député de la Knesset est parfaitement francophone, qui se qualifie elle-même de groupie de jeunesse de Benjamin Netanyahou, avait été initialement pressentie, l'an dernier, pour être désignée ambassadrice d'Israël à l'ONU, par un Premier ministre admiratif à son égard. En ayant filmé par hasard le passage du camion de Nice le soir du 14 juillet 2016, 7 jours plus tard, le 22 juillet, ce sera le même individu qui se trouvera rapidement devant l'entrée du centre commercial de Munich, dans lequel venait de se dérouler une fusillade à caractère terroriste, commise par le germano-iranien David Alisson-Boli. Au même moment, une dénommée Tamina Stoll, domiciliée d'ordinaire en Caroline du Nord pour des études de journalisme, était en train de filmer la fuite des passants, depuis le balcon de l'appartement de sa grand-mère munichoise. Sa vidéo a été aussitôt diffusée via son compte Twitter. Dans un entretien audio Chronicle, elle raconta s'être rendue à 3 reprises, dans cette journée du 22 juillet, au centre commercial aux abords duquel s'était déroulée la fusillade. Tamina Stoll a acquis une notoriété médiatique en relatant son témoignage à plusieurs chaînes d'information, CNN, ABC, CBS, etc. Le point commun entre ces deux personnes se trouvant là fortuitement, c'est qu'ils sont père et fille. Résumons d'abord la situation. Richard Gouttiard, journaliste allemand et époux d'une ex-députée israélienne issue du renseignement militaire, a donc capturé par hasard le ralentissement du camion sur la promenade des Anglais, tandis que Sylvain Benouesh, un Israélien passé par le clan Rothschild et une agence gouvernementale qui sert régulièrement de couverture aux activités clandestines des services secrets israéliens, avait filmé fortuitement la séquence finale de l'encerclement spectaculaire du camion par les policiers. Comme à leur habitude, les théoriciens de la coïncidence ne manqueront pas de hausser les épaules devant la convergence significative de ces faits irréfutables. Mais revenons au cas de Richard Gouttiard. Si on résume tous ces premiers détails concernant ce journaliste, après avoir fait état en détail de cette coïncidence, un père et sa fille, tous deux liés intimement à une lieutenante du renseignement israélien, qui filment séparément les attentats de Nice et Munich, les conséquences ont tout d'un coup mené YouTube à supprimer ou sanctionner, suite à une réclamation effectuée par Richard Gouttiard lui-même. Et pour quelle raison ? Mais le plus troublant est à venir,
car le vidéaste allemand en question allait récemment relater son expérience de l'attentat de Nice, plus d'1 an et demi après les faits, et délibérément mentir sur un point crucial. Le 21 octobre 2017, Goutiard était à Marrakech pour donner une conférence TED sur le thème de son choix, théorie du complot, comment je suis devenu une fausse information. It was over July 14th last year, the French National Day, and we decided to take a hotel at the seaside in order to watch the festivities, the parades, the great fireworks. So I was standing on the balcony of that hotel and taking pictures with my smartphone while my wife took the children downstairs to the street because they wanted to buy balloons across the street. Adoptant la posture victimaire du témoin clé d'un attentat, qui se prétend injustement calomnié sur Internet par les conspirationnistes, Goutiard allait pourtant affirmer une grossière contre-vérité, suggérant de la sorte que l'homme tentait maladroitement d'inventer un mensonge crédible pour occulter son très probable prépositionnement sur la scène du crime, significatif d'un événement anticipé sur celle-ci. Under the sound of massive gunfire from outside, my wife and the children made it back to the hotel room miraculously unharmed. They locked themselves into the bathroom while I was heading downstairs in order to find out what was going on. I'm a journalist after all. That is my job. Père de 4 enfants, dont 3 en bas âge avec Einat Wilf, le journaliste blégeur comédien très engagé en faveur d'Israël et de la communauté juive selon sa compagne, racontait ainsi qu'il prenait juste avant l'arrivée du camion sous ses yeux des photos de sa famille, alors partie en bas pour acheter des ballons de l'autre côté de la rue. 10 jours après l'attentat, pour justifier sa présence au moment opportun sur le balcon auprès d'un site britannique, il s'était alors contenté d'indiquer avoir voulu initialement réaliser une histoire Snapchat des festivités. Si on se réfère à son affirmation par la suite, il nous raconte que sous le bruit d'une rafale de coups de feu massifs provenant de l'extérieur, une fois que le camion était censé être arrêté pour de bon, sa femme et les enfants seraient retournés à la chambre d'hôtel sans être blessés dans cette tuerie de masse. Mais voilà le problème. Terror attack! There's a terror attack! Down! Down! Really? Down! Terror attack! There's a terror attack! Down! Down! Really? Down! Terror attack! There's a terror attack! Down! Down! Really? So I was standing on the balcony of that hotel and taking pictures with my smartphone while my wife took the children downstairs to the street because they wanted to buy balloons across the street. Terror attack! There's a terror attack! Down! Down! Really? Down! Terror attack! There's a terror attack! Down! Down! Really? Down! Terror attack! There's a terror attack! Down! Down! Really? Under the sound of massive gunfire from outside, my wife and the children made it back to the hotel room miraculously unharmed. They locked themselves into the bathroom while I was heading downstairs in order to find out what was going on. En prétendant ça, y compris laisser entendre que son épouse et leurs 3 enfants étaient en bas au moment du passage du camion, Goutiard est en train de mentir. Acquise dès le début par un groupe australien issu des roches du journaliste, on pouvait y revoir les images mondialement diffusées du camion accélérant, suivi d'un extrait inédit, coupé dans les autres versions, dans lequel le vidéaste s'exclamait juste après le passage du véhicule, suivi d'une voix féminine présente dans la chambre d'hôtel, et lui répondant, ainsi que la voix d'un enfant en bas âge. Mais voilà, coup de théâtre. 4 mois après la publication, on observe le retrait inexpliqué de cette vidéo. Vérification faite,
on constatait effectivement que la vidéo originelle, uniquement composée des roches non montées de Gouttiard, avait été entre-temps remplacée dans la page de ce site australien par un montage composé de sa vidéo réduite et d'autres documents amateurs, tandis que le titre « Un témoin oculaire enregistre une partie de l'attaque meurtrière d'un camion à Nice » indique bien, comme ce fut le cas à l'origine, une seule vidéo d'un seul témoin. Les premiers mots de Gouttiard s'exprimant à l'attention de son épouse demeurent encore audibles, mais très en retrait, dans une autre vidéo, diffusée par la chaîne allemande ARD, et toujours en ligne, juste avant une coupe de montage, sur le compte YouTube d'un particulier. Sans cette vidéo pointée du doigt, les propos de Gouttiard relatifs à son épouse et ses 3 enfants, alors âgés de moins de 6 ans, dehors pour acheter des ballons vers 22h, seraient relativement crédibles. Et sa présence sur le balcon pour les photographier serait vaguement plausible. À l'inverse, les voix audibles d'une épouse et un enfant dans la chambre d'hôtel ne justifient plus la présence de Gouttiard sur ce balcon, alors que les feux d'artifice du 14 juillet étaient déjà terminés. Et surtout, comment un homme qui déclare désormais que sa famille était aux abords du passage du camion, mais qui aurait donc pris le temps de filmer intégralement la scène, accompagné de coups de feu des policiers, sans se précipiter auprès des siens mis en danger? Et sinon, même sans ça, pourquoi les propos de ce journaliste ont-ils été caviardés et dans quel but? La réponse sera simple. De nombreux témoins et rescapés avaient affirmé avoir cru, au moment où le camion était en train de rouler, à un accident, tel qu'une perte du contrôle du véhicule par son conducteur, ou encore au geste d'un déséquilibré. Mais lui, tout naturellement, posté sur son balcon, il était le seul à en conclure à une attaque terroriste. À vous de juger de la sincérité de Gouttiard et d'apprécier, dans le cas négatif, la portée politique de son mensonge. Selon François Molin, procureur de la République de Paris, seul un homme, le dénommé Mohamed Lawayesh Boulel, avait été retrouvé mort dans le camion, sur le siège passager. Mais si on regarde bien le camion en question, on observe de côté parfaitement distinct de traces d'impact de balles sur le véhicule, une série côté porte du conducteur, une autre parfaitement visible sur le pare-brise du côté passager. Le 15 juillet 2016, ce quotidien russe avait rapporté le témoignage de Baï Parchov, un rescapé de la tuerie de Nice. Ses propos ont été traduits et publiés 4 jours plus tard, par le site du Courrier de Russie. Le jeune homme de 28 ans est catégorique. Il ne comprend pas pourquoi on ne parle que d'un terroriste. Ils étaient 2. Un qui conduisait, et un autre sur le siège passager, c'est lui qui a tiré. Mais cela ne s'arrête pas là pour autant. En parallèle du témoignage d'une habitante de Nice âgée de 12 ans à cette époque, rescapée de cet attentat et relatant un fait qui contredit la version officielle, dans les heures qui ont suivi le drame,
La plupart des chaînes d'information, télé, avaient aussitôt adopté sans rechigner la position officielle des autorités, selon laquelle les témoignages évoquant plusieurs tireurs constituaient des rumeurs sans fondement. Ouais, on a pu rencontrer des gens choqués qui n'ont pas forcément assisté à la scène directement. En revanche, 2 personnes que nous avons croisées avec Elliot Devin qui m'accompagne ici étaient sur la scène de ce fameux concert qui avait lieu sur la promenade des Anglais juste après le feu d'artifice. Et on a vu le camion arriver et j'ai vu tous les morts, les organes, enfin bref, j'ai pas trop envie de donner de détails. J'ai été traumatisée en fait et le camion s'est arrêté à 2 mètres de moi. Un chanteur, un musicien, pardonnez-moi, et une choriste qui étaient sur la scène et qui nous ont raconté longuement ce qu'ils avaient vu, et les témoignages sont troublants. Évidemment, il est impossible de vous donner des informations officielles parce qu'il s'agit de gens qui sont extrêmement choqués, qui ont vécu l'instant présent et qui forcément ont une réalité qui est peut-être altérée. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai commencé à reculer et quand je me suis retournée, ma pote était en train de se faire prendre par la foule et je l'ai vue pleurer. Ne prenez pas cela pour une information, mais ce que l'on nous a raconté, c'est qu'ils ont vu ce camion donc fendre la foule sur le coup. La jeune fille, la choriste qui nous a raconté cette scène, donc qui était sur la scène et qui avait un petit peu de hauteur par rapport à la promenade des Anglais, a vu ce camion arriver. Sur le coup, a pensé, mais qu'est-ce que c'est que cette personne qui roule à contresens, et puis très rapidement, elle a compris la situation, ce camion qui a fendu la foule, qui écrasait, qui zigzaguait. Je comprenais pas ce qui se passait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis restée sur place et je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu dans le choc. Et ces coups de feu et ces gens autour qui disaient ils tirent, ils sont en train de tirer, au pluriel. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'on nous parle ici, les témoins nous parlent au pluriel de personnes qui seraient donc intervenues, de ces fameux terroristes, puisqu'il faut évidemment utiliser ce mot ce soir. Et c'est un garçon à peu près 18 ans ou 17 qui m'a dit de courir vite. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est un couple de Russes qui m'a caché sous leur corps. Et après une 50aine de personnes est arrivée, on s'est tous entassés. Il fallait se taire, il fallait pas pleurer et tout, mais il y a tout le monde qui pleurait. Moi j'arrivais même pas à pleurer tellement j'étais en choc. Des fois ma respiration elle se bloquait. Donc voilà, il s'agit de témoignages de gens qui ont vécu le moment présent et on ne peut pas vous donner cela comme une information absolument fiable, mais on nous parle au pluriel, on nous parle de gens au pluriel ici. Et il y a eu les coups de feu, et il y a des étrangères anglaises, parce que je les avais déjà entendu parler, qui étaient en train de se lever pendant les coups de feu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai crié en anglais, j'ai dit baissez-vous quoi, et elles se sont baissées. Et en même temps, je suis persuadée, donc là c'est un truc très important, je suis persuadée d'avoir vu quelqu'un sortir du camion, parce que c'était un semi-remorque, sortir du camion pendant que les seuls flics qu'il y avait pour la sécurité étaient en train d'abattre l'homme, en train de l'abattre, échange de coups de feu, qui par la suite l'a abattu. Parti, donc qui était armé, et il est parti avec la foule en train de courir. Jusqu'à aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur et les médias traditionnels de l'Hexagone continueront d'ignorer, d'écarter ou d'édulcorer les nombreux témoignages faisant état de la présence de 2 hommes ou plus dans le camion qui a causé la mort de 85 personnes à Nice. Voici une interview particulièrement édifiante fomentée par le pseudo-journaliste Alain Marchal, interrogeant Nader El Safi, un touriste égyptien, non francophone et témoin de l'attentat. Il était encore choqué, mais il tenait à témoigner et nous raconter ce qu'il avait. Your name is Nader? My name is Nader, yes. You were just beside the man with the truck? Just in front of him, in front of the camion, just like
1 meter, 1.5 meter only. J'étais à 1 mètre, 1 mètre 50. And you saw him I saw everything from the start, and I was in the street like this, and he was coming in front of us. Et donc il remontait la rue, le camion est arrivé en face de lui. He just stopped in front of me. Il s'est arrêté en face de lui. After he stepped on a lot of people in the street, all down the street. Et puis il a foncé tout au long de la rue, écrasant les gens sur la route. I saw a guy in the street. Me and him were trying to speak to the driver to stop. Ils étaient en face du camion, ils essayaient de parler au conducteur en lui disant d'arrêter. And you saw the driver? Yes, I saw him, and like he was not controlling. He was nervous. He was not controlling the wheel. Il ne contrôlait pas le volant. I looked to the girl under the car because he smashed her, and il regardait à ce moment-là malheureusement une jeune femme. The guy there was a girl under the truck. Yes, I didn't see behind already, but I saw one. Yes, and he was driving over her. Il roulait sur elle. He smashed her all over the way, and the guy next to me, he pulled her à out. côté de lui, il y avait un homme qui essayait d'attraper la jeune femme et de l'extirper de dessous le camion. Till that moment, we didn't think that he did it on purpose, and I was talking to him. À ce moment-là, ils ne pensaient pas qu'il le faisait de manière délibérée. Ils ont essayé de lui parler, de lui dire que se passe-t-il, mais we thought he lost control. Il pensait qu'il avait simplement perdu le contrôle du camion. And he was moving inside like this, and I saw he's like holding something like a cell phone. Il tenait comme un téléphone portable. He will call the ambulance. This is what I thought. Voilà, il pensait qu'il appelait l'ambulance. En fait, like it was just a jam car accident. Yes, this is all what we thought, and voilà, even the police. Pensait qu'il s'agissait simplement d'un accident de circulation. And in 1 second, I saw him taking out his gun. Ils l'ont vu prendre un pistolet. Again, it was a gun. It was a rifle. No, a gun. Donc un pistolet. Pistol. Yes. Yeah, and even though I was still naive to think that maybe someone is attacking him from the other side. Au départ, il a pensé naïvement qu'il était peut-être en train d'être attaqué lui-même. He is trying to defend himself. Self-defense. Exactly. Until I saw the police, he started to shoot the police. Il a vu because he saw the police is going in a circle across the windshield, across the window. Yes. And à travers le pare-brise, il a vu commencer à tirer sur la police. And in that moment, the officers asked us, me and the people next to me, to run because it was gun shooting. Leur ont demandé de se pousser parce que les tirs ont commencé. Salarié de BFM TV, chaîne de l'ultrationniste juif, Patrick Drahi, pour lutter contre la propagande dite complotiste, Marshall, à titre d'exemple sur ses positions politiques, proposait 2 ans auparavant que l'État recrute le cybercriminel juif pro-israélien, Grégory Shelley, alias Ulkan, dans une brigade d'élite de hackers. Merci d'avoir été avec nous. Non mais vous trouvez pas que c'est pas paradoxal parce qu'on nous explique toujours qu'on peut rien faire sur Internet, qu'on peut pas arrêter ces sites de propagande parce que ça se passe à l'extérieur. Non mais des hackers dans le monde entier, on peut en trouver. Si on peut recruter une brigade d'élite de hackers qui mènent des cyberattaques. Je veux dire, il y a Ulkan, là, le fameux hacker israélien. Le type apparemment, il est tout seul ou ils sont juste 3 ou 4 autour de lui en Israël et il arrive à rentrer dans toutes les défenses. Tu veux le retourner Ulkan? Il n'y a pas que lui qu'on peut trouver, enfin. À un moment donné, ce même journaliste est pris en flagrant délit de bidouillage. Yeah, you were in the middle of a gun shooting. So I had to step. Did it look like after you saw him like a terrorist or normal? And he was wearing the uniform of them, blue uniform like the police or like the drivers. I don't know. Il était simplement en bleu comme un conducteur de. Blue uniform like the police or like the drivers. I don't know. Il était habillé simplement en bleu comme un conducteur de. Blue uniform like the police or like the drivers. I don't know. Il était habillé simplement en bleu comme un conducteur de camion. Ayant parfaitement traduit ce témoignage sans aucun problème, il est néanmoins clair et évident que Marshall avait visiblement et volontairement eu le réflexe de tronquer volontairement un passage très troublant. Ils portaient leur uniforme bleu comme celui des policiers. Pourquoi Marshall s'est-il empressé de passer sous silence ce passage de l'uniforme de policier, et ne mentionner que celui qui est relatif à un conducteur de camion ?
juillet 2016, les hebdomadaires Le Point et Marianne publiaient partiellement le procès-verbal officiel consulté par l'AFP et contenant le témoignage de Magali, ainsi que celui de ses 2 collègues. Je cite. Une équipe de la brigade spécialisée de sûreté, une femme et 2 hommes, observent les nombreux spectateurs prendre le chemin du retour. Ces 2 gardiens de la paix et un adjoint de sécurité sont chargés de sécuriser la promenade conformément au service d'ordre, raconte l'un d'entre eux dans le PV. Ils reçoivent alors un appel radio leur indiquant qu'un camion a percuté des passants. Ils sont appelés rue des États-Unis. Très vite, un deuxième message radio les informe que le poids lourd se trouve sur la promenade des Anglais. Positionné avec 2 collègues non loin du Casino Rulle, un agent voit les badauds commencer à quitter les lieux. L'évacuation se passait lentement et dans le calme, dit-il. Jusqu'au moment où celui des 3, qui détient l'unique radio, capte un message de notre station directrice TN06, avisant les patrouilles qu'un camion fou écrasait les piétons sur la promenade des Anglais, en venant du quartier Ferber, et se dirigeait vers le quai des États-Unis. Il est 22h30, et le message semble indiquer que le camion circule sur la chaussée sud, longeant la mer. Immédiatement, poursuit le gardien de la paix, nous sommes partis tous les 3 en courant en direction de l'ouest, afin d'intercepter le camion. Nous avons couru sur la chaussée sur de la promenade, côté mer. Pendant environ 200 mètres, nous nous faufilions entre les gens, et pendant que nous courions, nous avons constaté un mouvement de foule qui courait vers nous. Les gens criaient, hurlaient. 5 septembre, le SIDA syndicat policier avait mis en ligne le témoignage exclusif de Magali, la gardienne de la paix qui participa au tir groupé d'une 20aine de balles de 3 policiers contre le camion, ayant dévasté le 14 juillet la promenade des Anglais. Magali, bonjour, merci de nous recevoir et de nous accorder la primeur de ton ressenti, la primeur de ton vécu. Tu faisais partie de cet équipage qui, le 14 juillet au soir, a permis de neutraliser cet individu. Tu as fait usage de ton arme. La première question qu'on a envie de te poser aujourd'hui, c'est comment vas-tu ? Aujourd'hui, j'essaye que ça aille et c'est pas évident. Tu nous confirmes qu'aujourd'hui tu es encore arrêté ? Oui, donc là je suis arrêté actuellement et clairement c'est difficile. Est-ce que ce soir-là, toi et les collègues, vous savez, lorsque la station directrice vous commande sur les ondes, est-ce que vous savez les uns les autres sur quoi vous partez ? Quel est le sens de votre mission ? À ce moment bien précis, quand on fait état d'un camion fou qui traverse la promenade des Anglais, est-ce que vous savez exactement sur quoi vous allez ? Alors nous on était postés à un angle de rue en fait pour sécuriser le feu d'artifice, la sortie du feu d'artifice et il y avait des concerts aussi pour la prom party. Donc nous on attendait que la foule s'évacue en fait et en fait il y a eu un mouvement de foule, on a vu les gens courir sur la promenade. Donc on s'est demandé ce qui se passait, quoi. C'était un court instant, donc on est parti en courant à l'inverse du mouvement de foule. Nous on n'avait pas d'informations parce qu'en fait par la suite on sait que nos radios ont décroché, nos radios marchaient pas. Donc on est parti au sens inverse de la foule pour voir ce qui se passait. Et là en fait au bout de 2-3 secondes on a vu surgir ce gros camion blanc là qui percutait en fait qui se rentrait dedans avec un scooter noir quoi. Donc là on s'est dit la même chose en reparlant après avec mes collègues. Moi j'ai cru tout de suite que c'était un gars qui était bourré en fait, qui était sur la promenade, parce qu'on n'a pas vu des gens se faire écraser quoi. On a 2 secondes pour voir un gros camion blanc qui arrive sur la promenade et qui rentre dans un scooter. Donc on est parti tout de suite sur la cabine en criant au mec de s'arrêter.
Et en fait, quand on arrivait à 2-3 mètres en contrebas de la cabine, quand on a voulu intervenir sur la cabine, en fait, le conducteur a pris une arme sur le côté et nous a tiré dessus avant de réaccélérer à vive allure. Donc là, on a eu très peu de... Sur le moment, on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. On comprend juste qu'on se fait tirer dessus. On a l'image de ce canon en face des yeux. Et donc le camion est reparti dans le même temps, en fait. Et là, on est parti en courant derrière avec mes collègues. Et là, on a commencé à voir des gens qui sortaient sous les roues de l'arrière du camion, qui étaient éjectés sur le côté du camion. Enfin, donc comme une éclaboussure, en fait, mais sauf que c'était des corps. Quel est l'intérêt relatif entre ces deux publications extraites du procès-verbal et le témoignage télévisé de Magali ? Nous, on n'avait pas d'informations, parce qu'en fait, par la suite, on sait que nos radios, ont décroché, nos radios marchaient pas. Parce qu'en fait, par la suite, on sait que nos radios, ont décroché, nos radios marchaient pas. Elle indique incidemment que les radios ne marchaient pas, ce qui renforçait selon elle la confusion parmi ses collègues à propos de l'origine du mouvement de foule, observé juste avant l'arrivée du camion. Donc, si le témoignage de la policière est authentique, cela signifie que le procès-verbal est mensonger. Le 27 juillet, la patronne de la police des polices, qui n'a pas voulu consulter la vidéosurveillance de l'attentat, avait précisé, lors de la remise de son rapport d'audit sur la sécurité du 14 juillet à Nice, qu'elle n'avait pas non plus saisi les radios. Or, si Magali dit vrai, il faudrait en conclure qu'en réalité, il n'y avait aucun enregistrement radio de la phase finale du passage du camion. Cependant, le témoignage de Magali avait été curieusement obtenu en exclusivité et diffusé par Unité SGP Police Force Ouvrière, syndicat dont le porte-parole et secrétaire général adjoint se nomme Nicolas Comte. Notre pays est confronté à des événements aussi importants. Il faut de toute façon donner du sens au métier de policier. Il faut que, autant que faire se peut, on puisse aussi former peut-être psychologiquement les fonctionnaires de police à affronter ce genre de situation et qu'en tout cas, quand ils l'ont affronté, on ne les oublie pas. Depuis 2005, il est singulièrement proche avec le CRIF, l'organisme ultra-sioniste auprès duquel il est conférencier. C'est d'ailleurs au cours d'un dîner annuel du CRIF en 2012 que Nicolas Comte noua également des liens étroits avec Manuel Valls, alors député maire d'Évry. Mieux encore, Nicolas Comte est un proche et admirateur de l'extrémiste franco-israélien, ancien commissaire de police, mais surtout un gros pourvoyeur de l'antisémitisme.
assassinent des juifs parce qu'ils sont juifs, eux qui ont profané le jour de l'an, le mont du temple, le Kotel, eux qui ont jeté des pierres sur des hommes en prière. On ne leur dit rien, on les excuse. Pourquoi? Les Palestiniens doivent faire la paix ou disparaître. La France a le devoir de soutenir Israël dans toutes ses actions. Les Israéliens ont conscience de leur environnement et des voitures suspectes. Un camion comme celui-ci dans une place bondée aurait suscité la méfiance. Beaucoup peut être fait pour éduquer les Européens dans la prévention du terrorisme. Ces propos ont été publiés le 18 juillet 2016 par le Jewish Journal et tenus par l'Israélien Baz Genor. Même tonalité dans sa déclaration rapportée par le Jérusalem Post. D'après lui, les Européens vont connaître des attentats de plus en plus sanglants. Présenté comme un expert de la lutte antiterroriste en charge d'une antenne du Mossad, cet ancien conseiller du gouvernement israélien et proche de Benjamin Netanyahou chapeautait un événement singulier et totalement passé sous silence par la presse française. Depuis mars 2014, Genor présidait la préparation d'un rassemblement dénommé le Congrès international sur la sécurité intérieure et la gestion de crise. Initialement prévu à Nice pour décembre 2015, ce forum avait été reporté à février 2016. Nouveau report annoncé alors pour octobre 2016, selon sa page Facebook, en raison des contraintes de l'état d'urgence en France. À ce jour, la page d'accueil anglophone du site précisait désormais que le congrès allait être reporté à 2018. Et pourtant, entre les deux derniers reports, un attentat d'un genre inédit allait être produit localement. L'individu qui a commis ce crime absolument abject, inqualifiable, n'était pas connu des services de renseignement, car il ne s'était pas distingué au cours des années passées, soit par des condamnations, soit par son activité, par une adhésion à l'idéologie islamiste radicale, et il semble qu'il se soit radicalisé très rapidement. Un séducteur bisexuel de Nice se radicalise soudainement au nom de Daesh et conduira le 14 juillet un camion en direction de la foule, tout en lui tirant dessus au pistolet automatique. Le loup solitaire. Tel fut le nouveau défi croissant, selon Baz Genor, interviewé par ses étudiants de l'Institut du contre-terrorisme d'Herzliya au début du mois de juillet. En partenariat avec la municipalité d'un accueillant Christian Estrosi, l'organisation logistique du Congrès de Nice fut confiée à Eyal Halevi, le fils d'un célèbre général israélien particulièrement lié au lobby sioniste américain. Le Congrès de Nice prévoyait la simulation d'un attentat local. Selon le site du Congrès, ce scénario a été coécrit par l'agence gouvernementale française, le HCFDC, au Comité français pour la défense civile, sous le patronage du ministère français de l'Intérieur et du SGDSN, secrétariat du Conseil de défense et de sécurité nationale.
Rappelons aussi que Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, avaient été pointés du doigt pour leur gestion sécuritaire du rassemblement du 14 juillet à Nice. Un même visage à la une des quotidiens et des titres accusateurs. Le ministre de l'Intérieur est au cœur de la polémique. Ce matin, Libération persiste sur ses révélations d'hier. Une lettre ouverte adressée à Bernard Cazeneuve qui les accusait de complotisme tout en confirmant leurs informations sur le dispositif policier à l'entrée de la zone piétonne de la promenade des Anglais le soir de la tuerie. Pour le Figaro aussi, Bernard Cazeneuve est mis en cause. Les accusations de mensonges sur le dispositif de sécurité sont reprises. Et le journal révèle que le 20 juillet, l'ASDAT aurait envoyé aux agents une réquisition judiciaire urgente leur demandant l'effacement complet des enregistrements de vidéosurveillance de l'ensemble des caméras desservant la promenade des Anglais. Une information confirmée par le parquet de Paris. La raison ? Éviter la diffusion non contrôlée des images. Est-ce pour éviter de montrer d'éventuelles défaillances sécuritaires ? C'est ce que certains n'hésitent pas à sous-entendre. Parmi les intervenants du Congrès, dont le rassemblement devait durer 4 jours à Nice, on notera la présence de Brian Michael Jenkins, acteur clé méconnu de la mystification du 11 septembre, en tant que co-responsable de la sécurité du WTC, et du juif Alain Bauer, influent rouage de la franc-maçonnerie transatlantique, confident de Valls, et idéologue emblématique de l'axe sécuritaire Paris-Washington-Tel Aviv, au lendemain de l'attentat de Nice. Bauer était d'ailleurs sollicité par RTL, pour discourir avec son style filandreux, sur le prétendu profil psychologique des terroristes de Daesh. Nous voulons être avec les Français. Nous proposons à chaque fois nous, les services. Vous savez, j'étais moi-même il y a quelques mois à Nice. Je peux le dire maintenant, avec une équipe israélienne pour proposer de l'armée israélienne. Pour proposer des services de conseil dans la sécurité de Nice. Le maire de Nice veut faire de Nice une ville, une safe city. Une safe city. Ville sûre. Une ville sûre. Le 29 août 2016, Christian Estrosi, président de la région PACA et premier adjoint au maire, avait fait savoir, via Twitter et son blog, que la société israélienne Lotan Group était en train de réaliser un audit pour sécuriser chacune des écoles. Le lendemain, le quotidien Nice Matin rapportait incidemment cette information sans la creuser davantage. Pourquoi faire appel à une compagnie de sécurité en Israël plutôt qu'en France ? L'ultrationniste Estrosi, pourtant rémunéré par le contribuable français, ne l'expliquera jamais. Remarquons ici que les agents médiatiques de la droite identitaire française, tels que F2Ouch, à valeur actuelle, en passant par Atlantico et Le Figaro, furent remarquablement silencieux au sujet de ce recrutement. Nul besoin d'imaginer le Tolsi, une entreprise marocaine, pakistanaise ou indonésienne, aurait été choisie. Mais le pire est que le maire de Nice fait appel en réalité à un colonialiste pour protéger des enfants. Lotan Group est une filiale de la compagnie immobilière et de construction Meshulam Lovinstein Contraction and Engineering Group. Le patron des deux structures, c'est Shaul Lotan, fils du fondateur Meshulam Lovinstein, et sa particularité, c'est d'avoir engagé son entreprise dans la colonisation israélienne en cours. Par exemple, Lotan s'est investi dans la construction de la récente colonie forteresse d'Aroma, au sud-est de Jérusalem. Sa compagnie collabore avec Necher, groupe cimentier qui joue notamment un rôle clé dans l'édification du mur de séparation et des checkpoints.
Considérée comme la vache sacrée de l'information, l'agence France Presse avait diffusé hier une dépêche au sujet de la rentrée scolaire de Nice, en occultant totalement l'identité de la compagnie Lotan, présentée simplement comme un cabinet israélien. Si on résume, l'AFP a occulté 2 faits d'intérêt public, notamment pour les parents d'élèves niçois, le nom et les activités illégales au regard du droit international de ce groupe Lotan. Au lendemain de la tuerie commise sur la promenade des Anglais, le quotidien Libération a rapporté que la gérante de l'agence de location du camion, jamais identifiée par la presse, avait affirmé refuser toute communication en raison d'un ordre du ministère de l'Intérieur. Si on observe attentivement le camion, censé avoir été loué par Mohamed Lawayesh Boulel le 11 juillet auprès de l'agence Via Location de Saint-Laurent-du-Var dans les Alpes-Maritimes, était pourtant immatriculé dans le Val-de-Marne, en Île-de-France. L'antenne niçoise de Via Location, entreprise dirigée par Xavier Pierre Desgiard, et détenue par le fonds d'investissement britannique IGC, existe pourtant depuis 2001. Les voitures de location sont généralement immatriculées dans le département de leur agence. Bien entendu, des usagers de poids lourds pourraient affirmer que la discordance entre le département d'immatriculation du camion et celui de son agence de location, 06, n'aurait rien d'inhabituel. Certains prétexteront que les rétroviseurs du camion, ainsi que le sigle en bas de porte, mentionnant sa motorisation, démontre qu'il s'agirait d'un Millennium Phase 1, période 1999-2006, année de restylage de la gamme, et passage aux Phase 2, d'où une immatriculation au système FNI, et serait tout à fait compréhensible. On pourrait trouver le prétexte comme quoi il est très courant que les agences de location possèdent des véhicules âgés, pour s'en servir comme mulet pour remplacer un autre camion suite à une panne ou autre. Mais certains nieront le fait que le camion de la tuerie serait loin d'être de facture récente, puisqu'il aurait minimum 10 ans, alors que selon le quotidien Monaco Matin, le poids lourd, équipé de 2 mouchards, était bel et bien de facture récente, que paradoxalement, le camion était donc relativement neuf, mais ne devait donc pas disposer d'une plaque d'immatriculation antérieure à 2009. Mais l'autre anomalie suivante, capturée par cette agence de presse britannique, et publiée uniquement par le site du journal Daily Mail, les seules photographies de l'agence de location, qui prétendait avoir loué le camion à Mohamed Lawayesh Boulel, révèlent incidemment que tous ces véhicules semblent afficher le nouveau format d'immatriculation entré en vigueur en 2009, contrairement au camion de l'attentat. Par ailleurs, rappelons que la radio France Bleu Azur avait appris auprès des professionnels que le camion de 19 tonnes, de type Renault Millennium, fabriqué entre 1999 et 2013, n'était pas frigorifique, contrairement à ce qu'avait affirmé le procureur de la République François Molin. Jeudi 14 juillet, donc vers 22h45, un homme circulant seul à bord d'un camion frigorifique de 19 tonnes, loué le 11 juillet à une société de location de Saint-Laurent-du-Var. Écoutez, je vous confirme, affirme et relate, ce n'est pas un camion frigo. C'est une réalité, une évidence, je vous le garantis, ce n'est pas un camion frigo. D'abord, les parois des camions frigo, ce sont des camions frigo, ce sont des parois en plastique, étanches, ok. Et les portes sont des portes beaucoup plus épaisses, vous fermez,
comme un frigo que vous avez chez vous. Deuxièmement, les camions frigorifiques sont équipés de refroidisseurs, Thermo King ou Carrier, autres appareils pour refroidir l'espace qui est dans la cargaison. Et troisièmement, les camions frigorifiques ont des applications marquées FR pour reconnaître ce sont des camions frigo qui sont passés au tunnel et qui ont leur homologation jusqu'à pendant 5-6 ans ou une dizaine d'années, tout dépend du frigo que c'est. Conséquence, il n'était donc pas autorisé à circuler un 14 juillet comme tous les poids lourds de plus de 7,5 tonnes. La plupart des rares médias ayant tenté d'interviewer la personne responsable de l'agence de location avaient généralement indiqué qu'il s'agissait d'une gérante dont l'identité ne fut jamais dévoilée. Or, selon un annuaire économique local datant d'octobre 2015, l'individu à la tête de l'agence Via Location, à l'adresse 947, chemin des Iscles, Saint-Laurent-du-Var, est en réalité un homme dénommé David Genevrier. Est-ce que pour vous, en conscience, le dispositif était suffisamment dimensionné? Nice est la 5e ville de France, que contrairement aux autres années, et je rappellerai que ce 14 juillet 2016, hélas, s'insérait dans le cadre de l'état d'urgence, qui n'était pas le cas du 14 juillet 2015 et naturellement du 14 juillet 2014, dans un département où le nombre des individus signalés pour radicalisation dépasse les 500 personnes. Comment se fait-il que pour la première fois, contrairement en 2014 et en 2015, il n'y avait pas d'unité de force mobile à Nice? Lors du procès de l'affaire de pédophilie d'Outreau, les chaînes de télévision avaient pu exceptionnellement retransmettre en direct les audiences. Mais à propos de l'attentat de Nice, qui a causé la mort de 86 personnes, aucun média audiovisuel n'a souhaité diffuser le seul débat de fond qui s'était tenu sur le sujet à l'Assemblée nationale. Dans l'après-midi du 6 septembre, la commission des lois avait auditionné la patronne de l'IGPN, la police des polices, à propos de son rapport relatif à la sécurisation de la promenade des Anglais au soir du 14 juillet. Vous soulignez qu'il y avait 5 unités de force mobile dans la zone de défense sud, affectées par le préfet délégué à la sécurité, qu'il y en avait une à Carcassonne, qu'il y en avait une à Montpellier, qu'il y en avait une à Toulouse, qu'il y en avait une à Marseille, qu'il y en avait une à Avignon. Vous ne précisez pas le cadre de l'intervention de cette unité de force mobile, d'ailleurs, qui, je crois savoir, relevait des gendarmes, à Avignon. Membres de la commission des lois, les députés de l'opposition, les Républicains, sont étonnés que le rapport de l'IGPN, qui indique que 5 villes de la zone de défense et sécurité sud, telles que Marseille, Toulouse, Montpellier, Carcassonne, Avignon, avaient bénéficié ce soir-là de la protection de forces mobiles, CRS et gendarmes, passe sous silence le motif de l'affectation pour Avignon. Sur quel dispositif était mobilisé gendarmes mobiles à Avignon? Et est-ce que vous pensez que ce choix de refuser une unité de force mobile à Nice, dans ce contexte, dans cet environnement, était légitime et était pertinent? Vous ne m'avez pas répondu sur l'affectation des unités de force mobile. Pourquoi est-ce qu'entre Avignon et Nice, par exemple, je peux comprendre qu'il y avait les fêtes à Carcassonne, où on dit qu'il y avait 500 000 personnes, Montpellier, risque de violence urbaine, Toulouse, Marseille, mais Nice, 5e ville de France. Pourquoi, cette année, l'affectation, l'arbitrage? Que se passait-il, Madame la directrice, à Avignon, pour que l'unité de force mobile soit à Avignon et ne soit pas à Nice? Voilà, je voudrais que vous reveniez sur ce point. La présence non annoncée de François Hollande, en compagnie de la juive Audrey Azoulay, ministre de la Culture à l'époque, pour un dîner privé, suivi de sa venue au festival,
pour assister à la dernière représentation locale des damnés, curieuse pièce de théâtre sur la montée du nazisme, qu'il ira finalement voir le 24 septembre suivant à la Comédie Française. Effectivement Montpellier, nous avons effectivement Marseille, nous avons effectivement Carcassonne, étape du Tour de France le 14 juillet. Carcassonne avec 500 000 spectateurs attendus pour l'embrasement de la ville, et Avignon avec le festival et un déplacement du président de la République. Pourquoi dans le rapport n'était pas précisée l'affectation d'Avignon, alors que vous l'avez fait pour les 4 autres villes ? Il n'y a aucune raison de ne pas le dire. C'est probablement le fait que le rapport a été écrit... Le festival est aussi très incrusté. A été écrit dans des horaires tels que ça a pu nous échapper. N'y voyez aucun souhait de cacher quoi que ce soit et aucune malice. Précisément, une unité de force mobile avait donc été refusée à Nice, pour être affectée à Avignon et protéger le président de la République. Éric Ciotti avait notamment insisté sur le fait que, pour la première fois, Nice n'est pas disposé de telles forces de protection pour le 14 juillet, contrairement aux éditions de 2015, soit 60 gendarmes, et 2014, soit 37 CRS. En cette année 2016, seuls 42 policiers municipaux et 64 nationaux étaient présents pour encadrer la fête de la Brum Party. Le détail troublant, c'est que selon la juivinceste et romancière Christine Angot, Hollande avait souhaité que son dîner à l'Hôtel d'Europe s'interrompe exactement à 22h30, soit 30 minutes avant le démarrage de la pièce au sein du Palais des Papes, situé à seulement 300 mètres, et 2 minutes avant l'éruption du camion, à 22h32, sur la promenade des Anglais. Rapidement informé de l'attentat, le président accepta néanmoins, toujours selon Angot, de poser vite fait avec le personnel de l'hôtel, à peine alerté de la tuerie mais certes disponible, et tout sourire. Le 18 juillet 2016, moins de 4 jours après l'attentat survenu à Nice, le corps de son auteur présumé, Mohamed Lawayesh Boulel, est retrouvé mort sur le siège passager du camion, a été autopsié. Le 8 septembre, soit près de 2 mois plus tard, les analyses toxicologiques, dont les résultats ont été obtenus et validés en quelques jours, n'avaient toujours pas été communiqués par l'autorité judiciaire, ou avaient fait l'objet de fuites dans la presse, contrairement à celles des terroristes présumés du 13 novembre 2015. Le père de Mohamed Lawayesh Boulel avait fait savoir à la radio tunisienne Mosaïque FM qu'aucune partie officielle ne l'avait contacté pour l'appeler à récupérer la dépouille autopsiée de son fils. Du coup, il faudra attendre le 30 juin 2017, soit près d'1 an après le décès officiel de son fils au volant du camion, pour que le corps de ce dernier soit rapatrié en Tunisie, pour pouvoir enfin être inhumé. Selon le Figaro, le parquet parisien qui supervisait l'enquête sur l'attentat n'avait pas souhaité communiquer sur les raisons pour lesquelles le corps était resté à Nice près d'1 année. Une interrogation qui a été soigneusement esquivée par les médias traditionnels. Pourquoi les autorités ont-elles attendu 1 an avant de remettre la dépouille du terroriste présumé à sa famille ?
Libération et Le Parisien ont rapporté une information troublante à propos de Mohamed Walid Grayeb, poursuivi pour complicité dans l'acte terroriste commis le 14 juillet à Nice. Selon les quotidiens, Grayeb affirma en garde à vue être un militant de l'UMP depuis 2006. Il participait à des réunions avec Éric Ciotti et Christian Estrosi. Ce dernier, radicalement engagé en faveur de la communauté juive et d'Israël, est l'adjoint à la sécurité du maire de Nice. En outre, Grayeb, qui déclara ne pas aimer les Maghrébins, est membre de l'Amitié judéo-chrétienne, association dont la présidente d'honneur est l'ultrasionniste Florence Taubman. Cette cofondatrice du groupe néoconservateur Le Cercle de l'Oratoire revient d'un séjour de 2 ans en Israël. Elle y séjourna en compagnie de son époux Michel Taubman, ex-directeur de l'information de la chaîne de propagande israélienne I24 News. Le journal Le Monde affirmait avoir eu accès à l'enquête judiciaire relative à l'attentat de Nice. Selon le journaliste Soren Silo, auteur d'un traitement superficiel et aligné sur la version officielle de l'affaire Mera, voici le dernier SMS envoyé le 14 juillet à 22h27 par le téléphone portable de Mohamed Lawayesh Boulel, dont le camion, censé avoir été piloté par lui, seul à bord, et armé d'un pistolet dirigé vers la foule, et entamera sa virée meurtrière sur la promenade des Anglais. Ramzi, je suis passé tout à l'heure au taxiphone rue Marceau, je t'ai pas trouvé. Je voulais te dire que le pistolet que tu m'as donné avant-hier est très bien. Dis à ton copain, qui habite au 7 rue Mioli au 5e étage qu'il nous en ramène 5. Kokri et ses amis sont prêts pour le mois prochain, maintenant ils sont chez Walid. Seulement, cela soulève une belle interrogation au sujet de ce SMS, puisque 5 minutes après, à 22h32, que fait Mohamed Lawayesh Boulel ? Comment peut-on corroborer à l'intérêt que Boulel se soit engagé à vouloir écraser le plus de monde possible sur la promenade des Anglais, afin de commettre un soi-disant acte à la gloire de Daesh, n'ayant aucune chance de s'en sortir vivant, 5 minutes après avoir envoyé un SMS, laissant entendre que l'individu aurait eu un projet le mois suivant avec d'autres complices, tout en balançant leurs coordonnées? L'affaire des images des caméras de surveillance relatives à l'attentat de Nice avait suscité de nombreuses polémiques. Un camion non frigorifique, qui n'était pas autorisé à circuler un 14 juillet, comme tous les poids lourds de plus de 7 tonnes 5 ce jour-là, en plein état d'urgence, ne saurait jamais passer inaperçu,
Ou pire encore, on aurait très vite su par le biais des images de surveillance qu'on l'aurait laissé passer bien tranquillement sur la promenade des Anglais, sur ordre de hautes instances. En clair, ce détail des images de surveillance allait être le tendon d'Achille dans cette affaire. Et il est évident qu'il fallait à tout prix nettoyer les traces. Effectivement, une réquisition judiciaire urgente avait été envoyée au centre de supervision urbain de Nice, le 20 juillet. Le parquet de Paris évoquait le prétexte fallacieux d'un souci d'éviter la diffusion non contrôlée de ces images. C'est la première fois qu'on leur demandait de détruire des preuves. Mais Nice n'entendait pas satisfaire à une demande de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire d'effacer près de 24 heures d'images de la promenade des Anglais pendant et après l'attaque du 14 juillet. En poste le soir du 14 juillet, Sandra Bertin, chef du centre de supervision urbain de Nice et secrétaire général du syndicat autonome de la fonction publique territoriale Métropole-Ville de Nice, était revenue sur sa nuit aux commandes de la vidéosurveillance et se confiera sur les pressions exercées par la place Beauvau. La sous-direction antiterroriste lui avait demandé, le 20 juillet, l'effacement complet des enregistrements de vidéosurveillance sur la promenade pour cette nuit du 14 juillet, afin d'éviter les fuites. Ce à quoi s'opposait la ville de Nice. Dans une déclaration à l'AFP, François Molin, le procureur de la République de Paris, en charge de l'enquête, allait bien entendu contredire cette version. Malgré que Bernard Cazeneuve porte plainte pour diffamation contre elle, la policière, se refusant catégoriquement de courber l'échine, maintiendra ses accusations contre le ministère de l'Intérieur. En parallèle, observez un peu comment les réponses étonnamment évasives ou désinvoltes de Marie-France Mounier-Guillaume-Arc, chef de l'IGPN, nommé par Manuel Valls en 2012, et qui avait rendu un rapport favorable au gouvernement de l'époque, au sujet de ce qu'allait advenir du visionnage des images de surveillance en question, afin d'éviter les conséquences catastrophiques auxquelles elles pouvaient aboutir. Alors, pour arriver au sujet du 14 juillet funeste dernier, l'inspection générale a été saisie le 21 juillet par le directeur de cabinet du ministre qui lui a demandé, et je cite, de procéder à une mission technique d'évaluation du dispositif de sécurité et d'ordre public tel qu'il a été conçu puis mis en œuvre par les services de police dans la ville de Nice le 14 juillet 2016. Il m'a exposé, donc être envoyé par le cabinet du ministère de l'Intérieur et m'a demandé d'apporter des précisions quant aux images de l'attentat. Donc jusque-là, aucun problème. Bien évidemment, c'est une réponse à laquelle nous pouvions tout à fait répondre. Toutefois, je me suis assurée de l'identité de la personne à laquelle je devais rendre des comptes. Alors la méthode qui a été mise en œuvre est la méthode classique de l'audit, à savoir dans un premier temps le recueil de documents. Alors tous les documents relatifs à la préparation de l'événement, les notes de service sur l'événement de cette année, mais également le même événement des années précédentes, donc 2014, 2015 et 2016 pour la police nationale et pour la police municipale. Le commissaire qui est arrivé au CSU était en communication téléphonique avec cette personne, qui s'est présentée, qui a décliné son identité, qui ne sera pas révélée ce soir, mais qui le sera très prochainement, puisque toutes les pièces seront remises à la justice. Évidemment, nous avons eu des entretiens avec toutes les parties prenantes, j'en parlerai plus loin.
a par contre été totalement exclu de nos investigations le visionnage des vidéos. Donc cette personne m'a bien confirmé être du cabinet du ministère de l'Intérieur et avoir besoin d'un positionnement exact des agents de police municipale, des agents de la police nationale, ainsi que du barriérage qui a été mis en place. Pour la raison toute simple, c'est que les vidéos appartiennent à l'enquête judiciaire et qu'elle constitue une part essentielle de l'enquête judiciaire et que j'avais évidemment demandé aux missionnaires d'apporter une attention très particulière aux éléments de cette enquête judiciaire avec laquelle il était évident qu'il convenait de ne pas interférer. Là où ça a commencé à devenir problématique, c'est que quand j'ai eu cette personne au téléphone, elle m'a demandé d'effectuer une version modifiable. Donc évidemment, fait auquel je me suis opposée, attendu que si je signe un compte-rendu, ce n'est pas pour qu'il soit modifié par la suite. Et elle m'a avancé comme justification le fait que c'était plus simple en fait pour elle de pouvoir prendre des éléments et de les mettre au travers d'un communiqué qui à ce jour, dont je n'ai pas connaissance à ce jour. En ce qui concerne la captation des images. Alors, j'entends ce que vous dites et c'est vrai que moi-même j'aurais été beaucoup plus à l'aise si j'avais pu voir les images, très clairement. À la suite de cela, j'ai eu affaire donc premièrement à un commissaire de police. Ce commissaire de police s'est fait relever par un commandant de police, donc à peu près au bout d'une demi-heure. Et donc les deux se sont échangés le téléphone avec lequel ils étaient en liaison avec la personne de laquelle émanait la requête. Pour autant, et tout aussi clairement, l'inspection générale, dans sa partie audit, elle s'efface devant l'enquête judiciaire et devant le procureur de la République, et c'est bien évident. C'est pour ça qu'il ne me serait jamais venu à l'idée de demander au procureur de la République de Paris de voir ces images dans les journées qui ont suivi. Là, on est le 22 ou le 23, on est saisi le 21. Et tout au long de la rédaction de mon rapport, j'ai été pressée, j'ai été harcelée, cette personne n'a eu de cesse d'appeler et les appels se sont intensifiés au fur et à mesure de l'avancée dans le temps. Donc le 22, les choses sont claires, le procureur de la République a été clair. Donc l'inspection générale ne va pas voir les images, elle se l'interdit totalement, et en plus de l'interdiction légale qui pèse sur elle. Lorsque j'ai terminé mon rapport, puisque je n'avais de cesse d'avoir des requêtes quant au fait qu'il fallait impérativement que la version soit modifiable, j'ai effectué 2 versions, une modifiable, une non modifiable en PDF. Les 2 ont été signées et les 2 ont été envoyées via le même mail. La police judiciaire est saisie et la police judiciaire va saisir les bandes, c'est-à-dire qu'elle va se faire donner une copie des bandes pour pouvoir les exploiter, et c'est bien normal. À l'issue de la réception de ce mail, donc la personne qui était en ligne a rappelé donc la personne présente, la personne qui avait été envoyée, donc à ce moment-là c'était le commandant de police, en lui demandant de me faire modifier certains éléments, et celle-ci voulait absolument que je fasse apparaître dans mon rapport des positionnements précis quant aux forces de police d'État. Le lendemain matin, la sécurité publique, dans son rôle d'information du directeur général et d'information ensuite des autorités ministérielles, va chercher des informations au CSU pour répondre à une rumeur qui commence à tourner sur les réseaux sociaux. Alors comme je l'ai dit dans la première interview, ce n'est pas que les policiers n'y étaient pas, c'est le fait que je ne les voyais pas. Et je ne peux pas faire un rapport de vidéo en mentionnant des faits que je ne vois pas. Enfin, cela me semble être le b.a.-ba. On a des caméras, on relate ce qu'on y voit, tout simplement. On ne peut pas inventer. Et donc dans ce cadre, et le directeur général l'a très bien expliqué, dans ce cadre, la sécurité publique va demander à la police municipale à regarder certains moments. Cette personne voulait vous faire dire que les policiers municipaux étaient positionnés à certains endroits? Non, elle voulait me faire dire que les policiers nationaux étaient positionnés à certains endroits. Quel endroit? Voilà, les éléments exacts seront communiqués à la justice, vous les aurez très bientôt. Ça n'est qu'après
ce n'est qu'après, que le procureur de la République demande expressément que ces bandes soient détruites pour éviter qu'elles circulent comme ça a pu être fait ou vu dans d'autres sujets. Vous l'avez renvoyé, le commandant ? Oui, tout à fait. Alors, à la fin, la pression était tellement énorme, puisqu'elle n'avait de cesse d'appeler. Donc, ce commandant-là ne cessait de me dire qu'il fallait modifier, à tel point qu'au bout d'un moment, il s'est énervé en disant qu'il réquisitionnait et que nous devions faire selon ses attentes. Mais à ce moment-là, d'ailleurs, cette instruction n'est pas très bien comprise de la part de la police municipale, qui se pose la question d'ailleurs de savoir si c'est légal ou pas légal. Elle est rassurée par le procureur de la République qui explique ce qu'il en est. Donc modifier la procédure, et à ce moment-là ce n'est pas moi qui ai répondu, mais ça aussi la personne qui a répondu ce sera communiqué très prochainement. Donc lui a dit que s'il voulait un rapport avec des éléments qui lui conviennent, il fallait qu'il prenne et qu'il le fasse lui, qu'en aucun cas moi je ne signalerai ce que je n'ai pas vu. Le 24, le JDD sort, mais Madame Bertin rapporte des événements qui se sont passés le 15. Le 15. Donc il s'est passé du temps entre-temps. Et à ce moment-là, chacun essaie de refaire un petit peu le film du 15. Donc à la suite de cela, les coups de fil étant incessants, j'ai éteint mon ordinateur, j'ai demandé à la personne de bien vouloir sortir du bureau que j'ai fermé, et j'ai été jusqu'à l'ascenseur, j'ai appuyé et j'ai fermé la porte, et la personne, donc effectivement, elle a été renvoyée du CSU. Et le procureur de la République, très légitimement, dit moi je n'ai envoyé que 2 brigadiers de la police judiciaire pour qu'on détruise les bandes, et le directeur, qu'on les saisisse, bref, qu'elle ne soit plus... l'idée, c'était... Est-ce qu'il y a des témoins de cette scène, des gens qui nous ont souvenus ? Oui, bien sûr. Quelle personne ? Alors, ces entités-là vont être communiquées demain à la justice. Plusieurs personnes ? Plusieurs personnes, tout à fait. Qui ont assisté à la scène, qui ont écouté, qui ont vu et qui ont pris ma défense. Non, l'idée c'était qu'il n'y ait pas de copie et qu'il n'y ait qu'un seul enregistrement qui soit mis sous scellé et qui soit exploité ensuite. Et le directeur général, lui, explique pourquoi ces services ont contacté la police municipale le 15. Nausée, c'est un très beau mot. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui on est face à une attaque terroriste et on a 84 victimes. Victimes, c'est même pas le mot, on a 84 personnes décédées et des centaines de victimes. La nausée, c'est qu'aujourd'hui, le seul coupable, c'est le terroriste et qu'il va peut-être falloir arrêter de faire porter le chapeau à telle ou telle force de police. Donc là encore, si vous voulez, on a une information qui est donnée par le JDD ce matin et chacun apporte l'information selon sa propre sphère de compétences. Les deux ne sont certainement pas contradictoires. La police est constituée d'agents professionnels. Je veux dire, ce soir-là, la police municipale a alerté, la police nationale a abattu le terroriste, la police municipale a travaillé en totale collaboration, a sécurisé l'arrière du camion, a fait tout ce qui était en leur pouvoir. Ils ont sauvé des centaines de vies et je ne laisserai jamais dire que ce sont à cause de mes agents que ceci est arrivé, parce que ceci est arrivé à cause du seul terroriste. Vous confirmez, Madame la Directrice, que les vidéos sont désormais saisies et que leur contenu sera analysé par la justice et que cette question-là sera tranchée et que par ailleurs la polémique entre la directrice de la police municipale et le ministère fait l'objet aussi d'une saisine de la justice et que cette question-là sera tranchée. Dès lundi, nous allons présenter ce que l'on appelle un signalement au procureur de la République de Nice, un signalement sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, parce que les faits dont aujourd'hui Sandra Bertin relate la réalité, semblent revêtir une connotation pénale si ceux-ci, évidemment, sont caractérisés. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de complot d'État, des magistrats indépendants vont regarder la question.
Ça me paraît important, mes chers collègues, de donner cette précision de façon à ce que ça ne tourne pas trop sur les réseaux sociaux qui sont parfois un petit peu prompts à s'enflammer sur ces sujets. Il est inutile de constater les faits, le mot d'ordre était prévisible. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Le 5 janvier, Jean-Michel Brêtre avait déjà classé sans suite les plaintes à l'encontre de l'État pour abus d'autorité, qui furent déposées notamment par la policière municipale Sandra Bertin. Pire encore, alors que 23 familles ou proches de victimes avaient contesté le dispositif de sécurité et déposé plainte contre l'État et la ville de Nice, pour mise en danger de la vie d'autrui, le 19 janvier 2017, le parquet de Nice avait fait savoir qu'il ne retiendra aucun fait de nature à engager une quelconque responsabilité pénale à l'encontre de quiconque, à propos de l'attentat survenu le 14 juillet 2016 à Nice. Nous savons à présent que tout corrobore à cette empreinte judéo-zioniste sur la sombre affaire du massacre de Nice, qui aura fait 86 morts et 458 blessés ce soir-là, et imputé, rappelons-le, à un néo-djihadiste bisexuel, gérontophile, et porté sur l'alcool, ainsi que le cannabis, pour conclure à cette affaire complètement cadenassée, tout comme Charlie Hebdo, ou encore le 13 novembre, faisons à présent la connexion israélienne entre ces personnes suivantes, où on observera d'autres protagonistes parmi d'autres, mais qui sera forcément un pur hasard pour les théoriciens de la coïncidence. Mais quoi qu'il en soit, pourtant éloignés géographiquement l'un de l'autre, ça collabore ensemble au service d'Israël. D'abord, l'identité du communautariste juif en charge de l'enquête officielle sur le carnage de Nice. Alain Shmema, un magistrat, Firuz de Jaffa, est chargé de l'instruction à Nice depuis 2009. Touriste épris d'Israël, cet enquêteur en chef, originaire d'Alger, est aussi un fan du mouvement intégriste Lubavitch, et un militant juif discret mais radical, si l'on en juge par sa page Facebook. Le 15 juillet 2016, moins de 12 heures après l'attentat commis à Nice, un haut diplomate israélien avait exprimé, via Twitter, un commentaire stupéfiant et passé sous silence par la presse française traditionnelle. Ancien vice-ministre des Affaires étrangères de Benyamin Netanyahou, de 2009 à 2013, et ex-ambassadeur d'Israël aux États-Unis, de 2002 à 2006, nommé par Ariel Sharon, Dania Yalon, avait jugé ironique le timing de l'attentat, survenu la même semaine au cours de laquelle le ministre français des Affaires étrangères a rencontré des leaders du Hezbollah. Le 12 juillet, Jean-Marc Ayrault avait effectivement honoré un rendez-vous, annoncé au printemps, et vivement contesté depuis par Israël, avec des représentants du Hezbollah. Quelle est la véritable particularité de Dania Yalon dans cette affaire? Il est simplement un proche d'Einat Wilf, l'ex-députée, lieutenante du renseignement militaire, et conférencière affiliée à l'EPAC, épouse du vidéaste allemand qui dit avoir filmé par hasard le passage du camion meurtrier de Nice, malgré ses mensonges, avant de se retrouver de nouveau par hasard, aux abords de la fusillade de Munich. Le Toulousain Harry Ben Semoun, participant des congrès de l'EPAC, accompagnateur exclusif en Israël de l'élu niçois Christian Estrosi, et directeur exécutif d'Elnet France, antenne hexagonale d'un lobby israélo-américain,
qui avait financé la campagne des primaires de François Hollande en 2011. En septembre 2014, Wilf et Ben Semoun étaient réunis pour suivre un séminaire éducatif, inauguré par un autre juif, Pierre Dassas, patron d'Elnet France, et proche de Manuel Valls. Lobbyiste méconnu mais influent de la cause sioniste, Dassas est notamment l'homme qui avait organisé à Paris, en 2012, le Congrès des Amis d'Israël. Valls était présent pour y signer, de manière solennelle, la charte des Amis d'Israël. En mars 2015, Dassas participait en compagnie de Jeannette Bougrab, la veuve noire de l'affaire Charlie Hebdo, au rendez-vous parisien de l'Institut Gettyston, groupe américano-ultrationniste et anti-musulman. En mai dernier, Dassas était aussi aux Folies Bergères pour célébrer l'indépendance d'Israël en présence de Manuel Valls. Via Elnet, lobby auquel Hollande et Valls sont liés, la connexion inattendue entre Wilf, une sioniste radicale qui continue de passer sous silence sa présence à Nice lors de l'attentat, et Ben Semoun, l'intermédiaire d'Estrosi en Israël, mériterait une enquête plus approfondie.